non, je dis juste deux mots. Donc Bruno arrive pendant, peut-être qu'il va avoir une mi-temps, je ne sais pas, mais il arrive pendant la projection. Et on est très content qu'il soit là de nouveau. C'est un fidèle en fait du Méliès et une sorte d'ami lointain, un peu quand même. Pour 2000 raisons, y compris notre goût commun pour le cinéma burlesque. Il m'avait donné un très joli entretien sur le rapport à Jacques Tati dans le cadre de l'exposition que nous avions consacrée à Tati à la Cinémathèque française. Et vous allez, enfin, peut-être que si vous êtes fidèle de Tati, vous allez reconnaître 2-3 effets et gags qui dialoguent avec le cinéma de Tati dans celui-là. C'est une espèce de jeu des 7 différences un peu. Mais il y a des emprunts et des clins d'œil. Voilà. Et c'est un cinéaste qui nous touche et nous fait rire, en fait. Tous ces films, celui-là comme les autres. Comme Un avion, par exemple, qu'on avait mis en couverture et qu'on aime vraiment beaucoup. Mais sur un plan à la fois, je ne sais pas comment dire ça, humain, politique aussi, parce que le film l'est aussi, comique. Voilà, c'est une espèce de cinéaste idéal, et en débat, en général, il est assez idéal aussi. Donc on est plutôt serein, quoi, voilà. Sur ce, bonne projection, et à tout à l'heure avec Bruno Podalides. Bruno Podalides. Dans la lumière. Acteur, réalisateur, scénariste, danseur de plaquettes. Et 8 ans. Merci Bruno d'être là, ça nous fait très 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 plaisir. Moi aussi. Je vais commencer 2-3 questions, puis après on passera la parole à la salle, assez vite tout ça. En fait, il y a une question totalement banale souvent, mais qui, sur ce film-là, me paraît pas totalement inutile, donc je la pose quand même pour commencer. C'est la fameuse question du point de départ de l'écriture. Là, sur celui-là, tu es parti de quoi? Quel est le réflexe qui fait que tu te dis je vais travailler sur le monde de l'entreprise, par exemple? Est-ce que c'est ça qui vient en premier? Ou est-ce que c'est autre chose, par exemple, la question de la place des enfants dans la société contemporaine? Oui, c'est plutôt la deuxième option, oui. C'est-à-dire quand j'avais des enfants en bas âge, le fait de voir que j'aurais eu du mal à les cacher, les dissimuler, parce que plein de petits signes au jour le jour trahissaient leur présence. Trouver une pièce de Lego au fond d'une poche, être incollable sur les dinosaures, avoir des petits filots dans la vache qui rit, dans le frigidaire, le fauteuil à l'arrière de la voiture qu'on devrait cacher, le qui renvoie sur l'épaule, la comptine qu'on redonne machinalement. En fait, j'ai mis quelques-uns de ces notes comme ça dans le film, et je me disais, c'est un ressort de comédie. Et je pensais dans une entreprise classique, en fait, et puis c'est vrai que l'avènement des startups et le langage, le nouveau management, les nouvelles technologies, tout ça, ça a opposé encore mieux, ça a posé la question de la frontière vraiment entre le monde du travail, le monde professionnel, et pas que le monde familial, mais le monde intime, privé. Cette frontière est plus éclatée. Et puis cette année, elle est devenue encore plus floue, avec les gens qui télétravaillent jusqu'à pas d'heure. On voit encore des mails à 23h en regardant une série, enfin, tout ça est encore plus mélangé. Oui, parce que le film a été fait bien avant le confinement, enfin, on reprécise ça, parce qu'il y a des films qui sont... Oui, j'ai écrit il y a 3 ans, et tourné il y a 2, et fini il y a 1 an. En revanche, il a été fait sous un certain président. Un certain président, oui. Dont ton frère dit que sans doute il a accentué, en tout cas, la dérive langagière vers le langage techno qu'on entend et qui est très présent dans le film. Oui, je crois que sans Macron, il serait quand même... Oui, la pente était là. Oui. Oui, parce que c'est une tendance lourde. Hein. Ouais. C'est pas qu'une mode, tout ce langage. Il cache une idéologie, il cache... il y a quelqu'un en plus dans la salle qui est hyper compétent sur la question, qui a écrit un livre, Emmanuel Vivier, sur le benchmarking, et qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture de... Et là, Emmanuel, du coup, je le remercie. Même s'il n'est pas là, je le remercie officiellement. Il a cautionné, il m'a permis de mieux voir qu'est-ce qui se cachait souvent derrière ces termes. C'est quoi le benchmarking et pourquoi est-ce que ça impacte le film, pour parler quand même J'espère que ça impacte pas trop le film. Non, le langage, le film, le langage.
Pour faire court, Emmanuel, si tu es là, je vais avoir honte de résumer le ventre. Le benchmarking, c'est une tendance lourde. Déjà, la première démarche, c'est de tout transformer par des chiffres mesurables. Tout va être mesurable. Et donc, c'est une sorte de comparaison permanente avec les autres, y compris dans les secteurs qui n'ont rien à voir. Donc, c'est la course sans ligne d'arrivée, comme on dit. Et c'est une façon soi-disant objective, mais qui en fait véhicule évidemment une pensée économiste libérale, de mettre en concurrence, et ça touche, c'était le cas d'Emmanuel Didier dans son livre, a bien raconté que ça touche maintenant l'hôpital, ça on sait bien, et les services publics en général, la police, et Sarkozy avait comme ça mis en place des systèmes de mesures permanentes. Et donc tout ça n'est pas que du folklore, c'est ça que je voulais dire. Le titre du livre. Benchmarking. Par Isabelle Bruno et Emmanuel Didier. C'est quand même assez drôle, parce que c'est 4 prénoms à l'arrivée. Emmanuel, tu n'es pas dans la salle alors? Il a menti. Il est à Londres. Ouais, il est au foot. Il est au foot. Oui, je viens, là, où il a réalisé que c'était le sort du foot. Alors, il y a cette logique de benchmarking, mais il y a aussi une chose très frappante dans le film, c'est évidemment que le monde du travail est saisi de façon très très contemporaine et peut-être même un peu dans une logique d'anticipation, parce qu'on est quand même dans une espèce de start-up qui tout à coup affiche des éléments de décontraction, de rapport à l'enfance, de rapport au jeu permanent. Enfin, ça te vient d'où? Parce que si j'ai bien compris, tu as fait le tour d'un certain nombre de start-up pour aller voir comment on y vivait, comment on y travaillait en groupe. Et le film documente vraiment ça, y compris en le poussant un peu à l'extrême. Oui, enfin, déjà, il suffit de faire des revues challenge, j'ai oublié les noms, mais où on voit comme ça tout ce folklore, cette illusion comme ça de l'entreprise libérée, ils appellent ça comme ça, l'entreprise libérée, où on fixe ses congés, on fixe ses objectifs, on fixe son salaire aussi. Mais vraiment, il y a des employés où on fixe son salaire? Oui, soi-disant. Vous faites moins que... enfin, c'est très très dur de se donner un bon salaire, en fait. C'est vraiment très pervers. Je ne sais plus ce que je veux dire. Du coup, oui, j'ai visité comme ça, pour trouver aussi un lieu pour le film, un certain nombre de start-up. J'ai visité le siège social de Facebook, qui est quand même emblématique, parce que, disons, le point commun, c'est cette incitation à régresser vers l'enfance avec des jeux... soi-disant, ils n'ont plus que la piscine à boules, hein, c'est complètement dingue. Les tables de ping-pong, le flipper, etc. Et c'est souvent, enfin moi j'en sentirais comme ça, c'est une humiliation, comme ça, cette espèce d'injonction à jouer, surtout sur le travail, quoi. Bon, il y avait vraiment des points communs, mais ça m'a permis aussi de voir que j'étais en retard dans ma recherche de technologie, parce que j'ai trouvé un objet qui est dans le film et qui n'est pas inventé pour le film, j'ai appelé Oulibo, j'ai changé de nom, c'est tout, l'espèce d'écran baladeur que la personne commande à distance de son téléphone et qui permet de se déplacer. Vous êtes à Tokyo et vous pouvez visiter un musée en Angleterre en vous baladant comme ça à distance. Et c'était très troublant parce qu'on est un peu habitué à la machine, donc au robot ou à l'homme, mais là vous êtes en face d'un truc hybride avec une présence humaine qui est vraiment là, qui vous regarde via la caméra, qui est en temps réel, qui vous répond, et en même temps c'est un objet, un écran plat qui se déplace. C'est un trouble terrible et assez comique que j'ai évidemment... Dès que je l'ai vu, c'était drôle, parce que mon réflexe de scénariste, ça a été de me dire, mais comment je détruis cette machine? Donc, je la brûle, je la noie, je la fais tomber, je l'électrocute. Et finalement, j'ai bloqué sur un trampoline. Alors, je reprends les deux derniers exemples, ce sera ma dernière question qui apprend à passer à ça, parce qu'il m'intéresse sur la question de la tradition burlesque, qui est quand même très présente dans le film, y compris par ce dialogue avec la machine, parce que la machine est omniprésente, il y a les drones, il y a la voiture qui se conduit toute seule, tout ça. Le réflexe de détruire. Oui, oui, évidemment. Or, ce robot-là, qui fait en même temps figure humaine, pour le coup, c'est une sorte de modernisation d'une certaine tradition burlesque
qui travaille en particulier sur le mannequin. Enfin, Petr Kral a écrit des pages géniales là-dessus, par exemple. C'est-à-dire que le burlesque va jouer en anthropomorphisant des objets et à l'inverse, en réifiant des personnes humaines. Et donc, de ce point de vue, tu es dans une certaine tradition burlesque qui est déplacée, modernisée, tout ça, tout va bien, tu as le label. Mais par contre, sur ta réponse d'avant, il y a un truc troublant, et je veux bien... Voilà. Qui est qu'effectivement, dans le burlesque, souvent, on va aller réveiller l'enfant chez l'homme et faire en sorte de montrer que même des adultes, y compris dans le contexte du travail, etc., restent de grands enfants, et du coup, on va flatter aussi cette part d'enfance chez le spectateur. Or, dans ce film-là, qui est par ailleurs un film burlesque, il y a une espèce d'alerte sur le risque d'infantilisation qui est un revers de cette tradition burlesque. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? C'est une remarque très juste. Très bien. Mais je suis très content si tu peux la développer. Non, mais je ne veux pas forcément avoir des intentions partout. Oui, non, je sais pas, j'ai un petit blanc par rapport à ta remarque, mais je l'entends bien. Très bien. La réponse sera un point de suspension. Elle va venir, mais... Oui, non, bien sûr, je suis complètement conscient. Qui veut poser la première question? Oui. C'est pas une question. Moi, je fais la différence entre infantiliser les personnes et cultiver l'enfance en soi. Et ce que montre M. Bonavides dans le film, avec cette scène ahurissante où Alexandre arrive dans cette entreprise qui n'est pas une entreprise où tout le monde joue en permanence, c'est vraiment de l'infantilisation. C'est pas cultiver l'enfance. Non, mais tout à fait, vous répondez en partie. Ouais, peut-être faire un débat où tout le monde répond à ma question à sa place. Mais j'adorerais, moi. En plus, vous êtes masqué, donc vous pouvez avancer des hypothèses attardées, mais ce n'est pas reconnu. Comment? On est tout nu? Comment ça, on est tout nu? Sans masque. Ah oui! Oui, nos visages. Oui, c'est vrai. On est vaccinés, testés, tout ça, tout. La totale. Moi, j'ai mon QR qui est un tatouage sur la Facebook. Je vais scanner avant qu'on rentre dans la salle. Oui, oui. Alors, une question ou réaction? C'est pas une question. Ah ben non! C'est une réponse à Stéphane. Non, je plaisante. Est-ce que c'est une élucubration, mais j'ai interprété le fait que l'adolescente, c'est la plus jeune, la stagiaire, elle résiste à cet anglicisme, à ce snobisme Amazon et compagnie du capitalisme connecté. Est-ce que l'espoir peut venir de nos ados qui réagissent contre? Bien sûr, c'est raison. Ah, bon, Ah, oui. alors ça va mieux. Dans le film, j'ai même repris une réplique de Greta Thunberg, en fait. Quand elle est venue en France, les députés lui ont dit merci, et elle a répondu ne remerciez pas, agissez. Et je l'ai remis dans le film. Non, j'ai pas fait, moi. De la prise de conscience des adolescents et de la solidarité des adultes qui tout à coup basculent, changent de logique et arrêtent d'être dans l'obéissance servile et la dissimulation. C'est quand même ça que raconte le film. Oui, non mais je peux dire que oui. Oh merde. Un débat impossible avec Bruno Bonavides. On va dire que c'est une question. Il est d'accord avec tout. Moi, je vais juste réagir au film, vous remercier parce que pour dire que la dernière fois que j'étais au cinéma, c'était au Méliès ici, j'en suis partie au mois d'octobre. J'étais pas revenue, j'ai pas eu le temps de remettre le pied dans le temps de revenir dans un cinéma et de redémarrer, de revenir au Méliès et en plus avec votre film, ça m'a fait un bien fou. Alors bravo, bravo, parce que plein de réflexions, plein de rires, plein de poésie aussi. Et j'avais pas oublié à chaque fois vos univers, la dernière fois avec Comme un avion. Et là, on est dans un univers complètement dingue encore, mais pourtant si proche de nous. Et merci pour tout ce que vous avez apporté dans ce film. Merci. Merci. Je suis d'accord.
le film a été fait avant ces histoires de télétravail, enfin, écran à gogo, enfin, qui a complètement bouleversé notre façon de travailler. Ma question est qu'est-ce que vous auriez changé si vous aviez su ce que nous avons vécu jusque-là, faire ce film très bientôt. Ça aurait peut-être coupé la chic, j'aurais peut-être plus envie de faire ça en fait, parce que tout le monde a du Zoom et la visioconférence jusque-là, donc de proposer ça au public, ça aurait peut-être un peu refroidi. Ouais. Ah ouais. Si l'autre jour, non mais je continue de découvrir des poussées technologiques complètement dingues. Le Monde la semaine dernière a fait un article sur les gourdes à boire. Il proposait. Oui, c'est un article du Monde. Je vais bien préciser quel type de gourde. Ah oui, parce qu'il y en avait deux qui étaient connectés. Deux gourdes connectées, c'est-à-dire qu'ils sont reliés par Bluetooth à votre iPhone et qui vous signalent quand vous avez soif. Ça vous donne le degré du correctif du soir en couchant, ça vous. Enfin, donc c'est infini cette histoire. Monsieur. Moi, je suis reconnu dans pas mal de choses, notamment d'un monsieur qui fait 1000 travaux, beaucoup en fait. Et ça me rappelle un peu la que j'avais vu ici de Ken Loach sur le Issue. Voilà, et ça, c'est juste une remarque. La vraie question, c'est comment vous avez fait à sauter rapidement de là à là. Ah. Là, c'est pas moi qui vous parle, là, c'est un mélodrame. Je suis moi-même un Weeboat. Là, je suis chez moi. Là. Tu regardes le match. Je regarde le match. D'ailleurs, c'est un partout. Pour moi. Et ça, on n'a pas de dire ça, ils vont se barrer pour la fin. Deux pédos. Ouais. Oui, deux pédos, par exemple. Non, peut-être tu peux nous raconter comment tu as conçu la complémentarité des trois personnages, notamment sur cette question du travail. Parce qu'ils n'ont pas le même rapport au travail, les trois. Bruno, il demande la comptabilité des... La compatibilité des... Complémentarité. La complémentarité de... Les trois personnages dans leur rapport au travail. Non, mais passe-le-moi plutôt. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, là, il y a une action, il ne peut pas répondre. Il est scotché, là. Ok, on te rappelle, je prône. La complémentarité des trois personnages s'inscrit dans une recherche générale de possibilité quant à ces trois cas de figure. Oui, tout à fait. Trois quinquas, j'ai pas articulé. Trois quinquas qui sont chacun confrontés, n'est-ce pas, à cette terrible situation d'avoir 50 ans en 2020. Et donc il y en a un qui est chômeur, l'autre Sandrine qui essaie de se maintenir à flot en adoptant ce langage qu'elle ne maîtrise pas bien, avec la poussée derrière des jeunes qui sont beaucoup plus au fait de technologie. Ouais. Non, il y a pas à la réception. Et c'est le Wi-Fi qui passe pas tout. Et le troisième, c'est moi qui me prétends entrepreneur de moi-même et qui est dans l'ubérisation totale, inconsciente. Il se remet de son temps parce qu'à tout moment, ce que répètent souvent les gens quand on leur parle comme ça, ils bossent avec des applis qui peuvent se déconnecter quand ils veulent, la liberté, qu'en fait, ils ne réalisent pas toujours qu'ils sont tout bêtement payés à la tâche, quoi. Donc, sans protection sociale, s'ils ont un accident, les cyclistes, on ne leur paye pas forcément loin de là, même les dommages corporels, du vélo, enfin bref, vous connaissez déjà tout ça. Et donc, c'est trois cas de figure complémentaires. Ok. D'accord. Ouais, ils trouvent la réponse moyennement claire. En même temps, je fais ce que je peux. J'ai remarqué que vous aimiez beaucoup trafiquer, enfin styliser les interfaces utilisateurs. Là, c'est des messages. À la fois, ça ressemble à rien de ce qu'on a en vrai, enfin, de ce que moi je connais en tout cas. Et en même temps, c'est ça. C'est comme une sorte de quintessence. Pareil dans la voiture, où ça peut être des fois
les mouvements. Comme un avion, c'était le GPS low-tech avec le papier qui défile. Alors, je voulais savoir si vous aviez un goût particulier pour ça, justement, si vous aviez d'autres idées. On les a forcés à voir tous les films avant de venir ce soir. C'est pour ça qu'ils font tous référence. Je suis impressionné. Merci de cette remarque. Oui, j'essaye de ne pas bêtement filmer l'iPhone tel qu'il se présente. Alors, il y a une raison simple qui j'aimerais que le film ne vieillisse pas trop vite, parce que je pense que si on veut un film, ça date beaucoup les époques, hein, le graphisme, les écrans. Et donc, voilà, c'est pour gagner un peu de temps, et puis pour que ça renvoie pas une marque aussi, tout bêtement. Et puis pour amener l'essence même de la chose, là, pour les textos, je mets des bulles de BD, ce qui est un peu le graphisme de toute façon déjà, mais de manière plus simplifiée. Voilà, j'essaie de toucher à quelque chose de peu plus universel. Dans Adieu Berthe, les textos, c'était carrément des cartons, comme dans un film muet. Et je mettais juste des couleurs pour déterminer qui était l'expéditeur. Ce qui était pas mal, parce que les acteurs, quand ils regardaient l'iPhone, on voyait la couleur se refléter sur leur visage, et du coup on savait d'où venait le message juste par ce code couleur. Voilà, c'est un truc un peu de jeu. Et j'aime bien que le spectateur accepte le truc. Là j'ai fait pour les transmissions d'iPhone un coup de bisou, comme ça. Et c'est marrant parce qu'on l'accepte tout de suite. Alors c'est un peu... mais bon, parce que c'est un autre aspect du film, dites que je... Oui, je sais, je développe. C'est le rapport au match du nez, ça, c'est l'entracte, alors du coup, il reprend un peu le dessus. Enfin, pas l'entracte, la bite, ça s'appelle. Il va prendre ton temps, il est aux toilettes. Oui, l'homme-machine, parce que les machines deviennent de plus en plus humaines, moi, ça me trouble souvent qu'on parle. J'arrive toujours pas à parler une enceinte connectée ou un téléphone via Siri. Et nous, les hommes, pour mieux paraître, parfois en se mettant avec des machines, moi ça me touche quand Denis dit je suis prêt à faire toutes les mises à jour nécessaires, réinitialiser, faire reset. Voilà, quand on dit on est en mode vacances ou en mode taf. Bon, on a des petites expressions qui trahissent comme ça un côté homme-machine. Voilà. Si je puis prolonger pour la personne qui n'est pas devant nous, le faire reset ressemble beaucoup à faire reset. C'est comme s'il y avait une sorte de lapsus sur le rapport à l'enfant. Alors là, Stéphane de Goudet se lance dans un jeu de mots. Sans compter la choupe. La choupe à choupe. Mais oui, puisqu'après il dit j'aime beaucoup partir en sucette. Et tout ça est très pertinent. Bravo, Claire. J'arrête de déconner parce que c'est... Ouais, bah oui, j'espère que c'est ça. Ce débat est tellement sympathique que désormais nous allons faire des débats tous les soirs de match. Ça n'a pas été avec Rémi, c'était un grand oui. Là, donc je disais que j'avais beaucoup apprécié le film, mais j'avais une question personnelle, parce qu'on a quand même la chance de voir un film où il y a quand même deux grandes personnes, il y a Bruno et puis il y a Denis, deux frères. Alors, la première question, c'est est-ce que lors de l'écriture, parce que je pense que vous avez écrit ensemble un petit peu peut-être, est-ce que automatiquement vous est venue l'idée de travailler avec votre frère, ou ça s'est progressivement mûri? Et puis aussi, je voudrais faire un petit clin d'œil parce que j'avais écouté une émission très émouvante de votre frère qui racontait son enfance, où vous habitiez chacun à Versailles, chez votre grand-mère, à chaque étage. Et je voulais savoir qu'à un moment où il a débuté sa carrière, je ne sais pas si c'est vous qui avez débuté la carrière cinématographique ou ensemble, est-ce que vous avez été un appui pour lui, ou plutôt vous avez été un appui mutuel, parce que chacun, vous avez choisi un chemin artistique. Et je voulais savoir comment était votre relation dans votre enfance et comment vous avez construit, vous deux, votre carrière. Non, mais point. Voilà, c'est tout. Merci pour cette bio croisée. Alors, si Denis avait progressivement de plus en plus travaillé avec moi, c'est exactement l'inverse. Je lui ai proposé donc l'histoire de ce film au début, et puis Denis,
faut bien l'avouer, ne s'intéresse pas beaucoup à l'entreprise, il connaît mal. Moi, j'ai eu la chance de faire des films d'entreprise, de m'intéresser à ce monde-là. Denis, non, ce qui fait qu'il s'est petit à petit, assez rapidement dégagé du projet. J'ai tenu quand même à le créditer au générique parce qu'on a abordé quelques scènes ensemble quant au dialogue, notamment l'embauche au début. Voilà. Et après, hélas, Denis est quelqu'un d'extrêmement pris. Je tourne avec lui pour le voir, c'est pas une blague. Et voilà, l'écriture, ça n'a pas été une réussite pour ce coup-là, mais c'est pas grave, on a écrit ensemble Adieu Berthe, Libertoléon, on a déjà eu 2 très belles collaborations, et parfois il intervient sur d'autres films, sur les dialogues. C'est vraiment là où on se retrouve tous les deux dans l'échange de dialogue, parce que Denis, justement, dégageait des soucis de narration, d'arche dramatique. Quand je lui propose une scène, c'est formidable parce qu'il n'est pas du tout dans le souci de l'avancée de l'histoire. Et là, quand on improvisait l'embauche, c'est lui Stéphane, tu en parlais, qui dit à un moment, j'aime bien partir en sucette. Et ça m'a fait rire, je trouve ça tellement incongru, surtout dire ça à l'entretien d'embauche, c'est pas l'argument le plus fort. et voilà. Et j'aimerais bien à l'avenir qu'on se retrouve sur un sujet qui nous est familier à tous les deux. Ouais. Sinon, oui, on a joué dans la même chambre. On a 2 ans d'écart et on a une très très grande. Toutes nos émotions d'enfance, on les partage, donc on a été marqués par les mêmes films. Et c'est un terreau extraordinaire, évidemment, pour se comprendre, parce que voilà, on a eu les mêmes instants de lyrisme, les mêmes grandes émotions devant des films à la télévision, qui nous ont marqués. C'est indéfectible, enfin, comment dire, inaltérable. C'est bien. L'idée de la sous-marinière, vous avez vu comment cette phrase? Bon alors, peut-être que Stéphane Goudet dirait que j'ai un problème avec les sous-marins. Allons parler. J'en doute pas. Parce que j'ai des sous-marins dans plusieurs films, dans Libertoléon, les petits sous-marins miniatures, dans Le Parfum de la Dame au Noir. Donc je devais avoir un truc avec les sous-marins, je ne suis pas trop. Là, ça me faisait rire qu'une femme refasse surface avec une énorme phallus qui sort de l'océan. Et puis j'avais lu par ailleurs qu'il y avait 4 femmes dans le nouveau SNLE, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin, qui est le nom. Et du coup, une femme s'occupait des sonars, donc tout ça était plausible. Et voilà, ça rendait l'absence un peu plus objective, un peu plus rigolote, quoi, que cette femme est plongée. Dans la scène du début, il y a une espèce de nid dit naturellement notre couple un peu plongé, qu'on va faire en face surface. Ce qui est drôle, c'est que ça a vraiment du sens pour eux, quoi. C'est pas une métaphore. Moi, c'est pas une question, c'est vraiment vous remercier. Ce film m'a fait du bien. Ça me fait du bien de vous voir vous moquer du monde des startups. J'y ai goûté un petit peu, pas du tout volontairement. Hein. J'ai été forcée dans le cadre de mon travail et j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai trouvé que c'était l'enfer, qu'on cache des réalités terribles sous des mots qui veulent rien dire. Et voilà. Et c'était tout. C'était juste vous remercier pour ce film-là et pour tous les autres. Parce que franchement, mais je les aime tous. Bécassine, j'ai adoré. Et puis en plus, je l'ai offert plein de fois. Et dans des familles où il y a des enfants, et les enfants adorent Bécassine. Enfin, ça me fait plaisir, ça. Merci. Ouais. Franchement, merci pour tout. Super, merci. Est-ce que vous compreniez votre travail dans la start-up? J'ai pas travaillé dans une start-up, mais j'ai eu une chef qui est tombée qui est allée en congé maternité. Et je l'apprécie beaucoup, je la trouve très humaine. Et elle a été remplacée par une start-upeuse qui, en 6 mois, lui a savonné la planche, ce qui fait que quand elle est revenue, elle n'avait plus de job, ma chef, elle a dû partir. Et je me rappelle en particulier d'une anecdote, elle voulait refaire notre site internet. C'était pas du tout sa mission, enfin selon ma chef, c'était pas du tout sa mission.
Elle voulait refaire notre site internet et elle nous faisait peur parce qu'elle voulait le rajeunir alors qu'on a une clientèle âgée. Et il y avait plein de choses où on lui disait ça va pas marcher. Enfin, elle nous écoutait pas, quoi. On lui disait on connaît bien notre métier. Et j'ai une collègue qui a 55 ans comme moi. Et je me rappelle, à un moment, on lui disait mais si on continue, on va perdre tous nos clients parce qu'on est déjà sur une activité déclinante. On fait de la vente de correspondance. Enfin, ça a rebondi avec le Covid, mais à l'époque, c'était vraiment de plus en plus déclinant. Je vous parle de ça, c'était il y a 2-3 ans. Et à un moment, on lui disait, mais on va perdre notre job si tu fais ça, quoi. Si on te laisse les mains libres, on va perdre notre job. Et elle nous fait, on a 55 ans toutes les deux, elle nous fait, mais c'est fun de chercher un job. Et elle était tout le temps comme ça, quoi, à dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, en sachant très bien quelle est la réalité, mais en faisant semblant de ne pas savoir. Mais j'ai même pas entendu le terme de start-upeuse. Ouais, avec le mot fait peur. Start-upeuse. Est-ce qu'il y a une start-upeuse dans la salle? Ah, antidote. Je posais la question parce qu'il y a beaucoup de gens dans les start-up qui ne savent pas en fait leur boulot, la finalité. Ils savent, oui, concrètement, mais ils ne savent pas les bullshit jobs, on appelle ça. Il n'y a pas longtemps, dans Les Pieds sur Terre, on fait une émission là-dessus. Des gens, David Graeber. Comment? David Graeber, Bullshit Job. Ah oui, le livre. Ouais. Oui. Juste une remarque, j'ai bien aimé aussi le personnage du banquier. On voit très peu, mais... Oui, joué par Michel Vermoz, le banquier. Oui. Un mot manqué une fois, j'avais un découvert, il m'avait demandé techniquement qu'est-ce qu'on peut faire. La question est beaucoup plus... Pourquoi avoir choisi le prénom Alfred? Ah, bonne question. Le prénom Alfred, c'est un peu bébête, mais Denis et moi, je parlais des films qui nous ont marqués, il y avait Les Malheurs d'Alfred, quand on était enfant. Pierre Richard, donc c'est un petit clin d'œil déguisé à Pierre Richard. Par ailleurs, j'ai une espèce de règle stupide que je maintiens, c'est que les prénoms des personnages masculins commencent par A. Denis s'est appelé Albert, Arnaud, il a toujours là il s'appelle Alexandre, moi je m'appelle Arsène Boldo, et donc voilà, les deux Alfred s'appellent vaguement nous, mais donc c'est gratuit, hein, j'ai aucune raison. Bientôt j'attaquerai les B. Est-ce que tu peux nous parler de cette troupe qui t'accompagne depuis les tout premiers films et qu'on retrouve par bribes dans ce film encore, d'Isabelle Candelier, de Beauté, de Villermoz, comment tu écris ça? Est-ce que c'est un point de... Est-ce que c'est une idée au départ de trouver une place pour chacun de ces personnages qui ont ici des tout petits rôles, mais qui marquent les films? Oui, non, merci pour la question. J'essaie pas de penser à eux trop tôt. Pour penser plus à des gens que je vois dans la vie de tous les jours, quoi, pour que le personnage soit un peu ouvert, un peu neuf. Et puis après, effectivement, je les distribue pour le plaisir de aussi les revoir comme Denis. Et puis parce que c'est des acteurs, je trouve, très nets, très précis, parce qu'ils ont quelques plans pour exister. En général, Michel Vermoz, voilà, il amène à chaque fois une petite étrangeté dans les scènes où il joue. Je suis friand, je n'arrive pas toujours à anticiper. Jean-Noël, il peut faire quelqu'un de très gracieux, comme il a fait dans Mystère à la Chambre jaune, ou quelqu'un d'assez vulgose. Ils sont comme ça, chacun un champ de possibles assez large. Et cette petite troupe, je dirais pas troupe, ça renvoie au théâtre, alors je suis tellement heureux de les voir jouer ailleurs, mais Philippe Duchamp qui s'endort comme ça, juste, je savais que Philippe allait très bien faire le type qui lutte contre le sommeil, ça tient à rien, et j'ai eu du mal il fallait que la scène ne soit pas trop longue, parce que j'en aurais mis des kilomètres, mais c'est la lutte contre le sommeil, et avant les yeux écarquillés parce qu'il faisait la lunette, il était dément. Il y a Florence Muller aussi, maintenant
j'aime vraiment citer, parce que alors Florence Muller, elle m'a dit, elle joue la femme du maire, une espèce de Balkany un peu. Et elle m'a dit, ah, ça serait bien si on sentait qu'elle était un peu retapée, mais pas très bien, quoi. Alors, moi, j'ai pas tellement les moyens techniques de faire ça proprement au cinéma, ça demande du latex, c'est beaucoup d'heures de boulot, tout ça. Elle me dit, non, mais je vais m'arranger, je vais venir te faire une proposition. Et un jour, on était déjà en train de tourner le film, et on avait entré sous la tente de la cantine une créature complètement dingue, quoi, effrayante, avec une espèce de peau de panthère. Elle avait une autre perruque, et complètement dingue, comme ça. Et elle s'était elle-même scotchée tout le visage, mais vraiment du ruban fixe, quoi, comme ça. Et j'ai entendu les couverts se reposer sur la tente, et personne ne la reconnaissait. Hein. Et voilà, bon, c'était chouette, du coup, elle a joué ce rôle. Ils apportent à chaque fois un plus qui est génial. Juste pour poursuivre le casting, cette fois tu as écrit pour Denis et pour Sandrine Kiberlin. Oui, les 3 personnages principaux. Ouais. Pourquoi cette fois-ci, alors que d'habitude tu te refuses parce que j'aimais l'idée du trio, ça me plaisait bien. Une influence du Beach, sans doute, je sais pas. Et Sandrine, j'avais joué comme un avion, et c'était très chouette la connivence qu'on avait. Elle pige où est la scène, où est le sens de la scène. Elle ne joue pas pour elle, elle joue beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans la porosité de ce qui arrive dans le plan. C'est merveilleux, parce qu'elle c'est son texte au rasoir, mais elle va arriver à intégrer dans son jeu une petite butée, une petite absence un petit trou de texte, je sais pas. Elle fera feu de tout bois. Vous pouvez faire passer un kangourou devant elle, elle va l'intégrer à la scène. Elle va trouver un moyen c'est complètement normal. Elle joue tout avec grand sérieux. Dans une comédie, c'est vraiment une qualité, quoi. Jamais elle surjoue, jamais elle grimace, parce que les comédiens, s'ils savent que dans une comédie, ils ont tendance à un peu appuyer sur le champignon, et c'est pas toujours très heureux. Et elle est toujours dans le... Elle apporte beaucoup de crédit. Parfois, on ne se rend pas compte, parce qu'elle joue tellement bien que sur le papier, la réplique n'était pas si évidente. Elle crée des ruptures, elle a une dynamique formidable. Et je la remercie parce que parfois j'avais des répliques sur le papier, pas toujours gagnées d'avance, quoi. Et elle fait passer ça si à son humeur du moment. Et c'est passionnant de tourner avec elle parce que chaque prise est différente, quoi. Là, je lui ai demandé d'avoir des espèces d'irruptions de colère, des bouffées comme ça. Et c'est vrai que pour que ça soit juste, ça ne peut pas être à chaque fois au même endroit, quoi. Donc elle-même gagnée par une espèce de montée comme ça. Et c'était chouette parce que du coup, Denis était un peu à cran parce qu'il ne savait jamais quand est-ce que ça allait partir. Voilà. Merci pour ce film qui m'a fait beaucoup rire, qui fait beaucoup de bien. Moi, j'ai adoré le personnage. C'est un vrai personnage, c'est la voiture connectée, la voiture autonome qui a fait hurler. Et je voulais savoir comment vous étiez, comment ça s'était passé. Est-ce que vous avez été voir un constructeur? Est-ce que c'est un prototype qui est déjà dans les tuyaux? Je crains d'ailleurs que ça arrive dans pas trop longtemps. Comment tout ça s'est mis en place? Il y a des gens, la question de la voiture autonome, ils vont encore bien foutre. C'est vrai, si on commence à passer au bagnole. En même temps, votre question me flatte beaucoup, parce que c'est vraiment pas du tout dans les tuyaux en vrai. Hein. C'est vraiment là, les prouesses du cinéma de faire croire que ça existe, quoi. On était sur fond vert. Non, mais là, il y a un type au volant tout en noir qu'on gomme numériquement après, où on la pousse, où il y a l'accessoiriste qui pousse la porte. C'est le dessin du tableau de bord, tout ça est fait numériquement, ça n'existe pas. Et j'ai pris sur tout ce qui m'a plu, c'est si j'avais plus de budget, la tentation, ça aurait été de me prendre pour Luc Besson et dessiner une super bagnole autonome, hyper designée, etc. Et je ne vais pas dire que c'est faute de budget, c'est pas vrai. Parce qu'en vrai, j'aime bien, mon souci dans le film, c'était que toutes ces technologies deviennent banales. C'est-à-dire quand un drone tombe, j'ai demandé aux figurants de pas
faire attention, ça tombait comme les trottinettes dans Paris, quoi. Et la voiture autonome, c'est pareil, si c'était un bête fourgon, ça rendait le truc plus crédible paradoxalement qu'une bagnole un peu extraordinaire. Donc c'était dans la banalisation qu'on a réussi peut-être à rendre ça un peu crédible. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire merci pour ce film, parce que vraiment, je trouve que c'est un film qui reprend bien toutes les références qu'il peut y avoir dans le film, et on sent qu'il y a quelque chose d'affirmé, et vous vous êtes vachement plus laissé aller sur tout ce qui est autour des running gags et de l'humour. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Et j'avais plusieurs questions. Alors déjà, pour ce qui est autour de la musique, j'ai vu qu'il y avait une espèce de sombre reprise des Daft Punk à un moment, et aussi une autre à la fin, et je me demandais du coup, la musique, à quel moment vous l'avez choisie par rapport à l'avancement du travail autour du film, parce que du coup, cette année, on a quand même eu la fin du groupe, et je me demandais si c'était un peu un hommage, indirect ou pas. Et, ça a entraîné la séparation. Oui, c'est peut-être ça l'hypothèse, oui. Ça, je sais pas. En fait, à chaque fois que j'aborde un nouveau projet, je me fais une playlist de musique de tous horizons, classique, de chansons françaises, un peu tout, et que j'écoute pendant l'écriture, mais qui n'est pas du tout destinée à être reprise forcément. Puis après, je crée une deuxième playlist quand j'ai monté le film à l'image, et je donne ça à ma monteuse, et pareil, de nouveau un spectre assez large. Et on s'amuse à tenter des trucs extravagants. Enfin, souvent, ce qu'on croit être bien ne l'est pas du tout, et inversement, un truc marche. Ça continue de me surprendre. Il n'y a que en voyant les images que vraiment on peut apprécier une musique. Si j'imagine que la musique va être bien dans telle scène, je me trompe souvent, alors que c'est en collant qu'on a des coups de cœur. Alors, les synchronismes, il y en a toujours, c'est pas le problème, mais dans l'humeur, d'aller vers parfois le contraire de ce qu'appelle la scène, c'est extrêmement judicieux. Et c'est pourquoi, depuis maintenant pas mal de films, je fais plus de musique originale. Parce que la musique originale, on est comme ça d'avancer une intention, et le musicien peut, avec tout son talent, un peu illustrer la scène, ne pas aller contre. Et ça m'embête, quoi. Et puis c'est le même thème musical qui court. En général, un musicien en musique originale, il crée 3 thèmes qui déclinent après avec de l'harpe une fois, une autre fois de la flûte avec, enfin, j'ai caricature, mais et là, je suis content d'avoir pris à la fois les Daft Punk et Jean Ferrat. C'est pas mal. Ou Karl Brenner, grand musicien berlinois. Et voilà, moi je suis plutôt friand, je ne me sens pas découvreur. Et donc, pardon? Une appli pour faire quoi? Oui, certainement. Oui, tout ça. C'est dans les tuyaux, comme ça. Enfin voilà, je suis content de marier des contraires et puis de faire entendre des reprises avec les très bonnes musiques. Souvent, moi je les apprécie aussi par je trouve que les Daft Punk c'est un très bon groupe, et de reprendre Daft Punk en banjo, voilà, le morceau résiste bien et ça fait plaisir. Et de même interroger ce rapport homme-machine en étant déguisé en robot, en faisant comme ça des voix synthétiques. Donc ils étaient déjà un peu dans ce thème-là. Et ils ont un spectre aussi extraordinaire, parce que Veridisco, ça commence vraiment avec un peu de mélancolie et ça vient plus. C'est la même musique. Il fallait trouver une musique qui vous permette au début de poser une girafe jouet sur la table, et à la fin un sous-marin nucléaire qui émerge. La même musique. Et là, avec Daft Punk, on a réussi. Et je les en remercie. J'avais aussi une autre question, c'était par rapport à la fin, par rapport à tous les films que vous avez faits. J'avais entendu dans le podcast aussi, vous avez beaucoup un rapport au matériel, et vous dites comme un avion avec le matos. Et du coup, je me demandais, à la fin, il y a le protagoniste qui fait un geste pour que la voiture s'en aille, il y a Dom qui tombe, etc. Il y a un rapport où il y a un peu l'idée, on dirait, de laisser tomber tout ce qui est matériel. Et donc je me demandais si c'était l'évolution
de ce personnage qu'on suit un peu plus ou moins qu'on a finalement dans vos films, et aussi finalement à la fin, comment vous voyez ces gestes-là en fait, qu'est-ce que ça pourrait signifier, même si c'est ouvert en général. Le geste final de Arsène Boldo, là, de... Oui, en fait, à la fin, il y a la voiture qui part, oui, il y a une espèce de drone qui tombe, et le personnage s'en va au loin dans la ruelle, et on compose de nombreux. Vous voulez que j'explicite la fin, là? Non, mais moi, je repars un peu sans rien, comme j'étais venu. Je me prends un peu pour Clint Eastwood dans Pale Rider. Ce type a-t-il bien existé, mais oui, il y a l'idée de... Je ramasse pas je sors de cette frénésie ubérisante, là, où les gens finissent le soir par se disputer pour ramasser les trottinettes, les jouisseurs. Mais je ne sais pas si le salut passe par le fait de s'affranchir de toute technique. Pas non plus. Et puis un petit clin d'œil à la comédie musicale, mon tout dernier plan, quand même. Un petit horizon d'un autre genre. C'est une question tout à fait personnelle. Et je voulais savoir... Êtes-vous marié, Bruno? Si le lieu de la start-up se trouvait dans une usine à Ivry-sur-Seine. Oui. Parce que j'ai fait le relevé du bâtiment. Donc, ça fait quoi? J'ai fait le relevé du bâtiment, donc il m'a semblé reconnaître le lieu. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais. Bravo. Oui, parce que j'ai visité pas mal de start-up et j'ai pas trouvé le local. Je cherchais des idées de... Vous savez, l'architecture donne des idées de mise en scène et là, je n'ai pas trouvé. Et donc, effectivement, ce sont des locaux anciens de la SNCF, le long de la voie ferrée, là, qui sont... Maintenant, il y a une école... Oui, c'est ça, voilà. Oui, on parle de la même chose. Et j'ai juste, finalement, remis des serres de jardin, une espèce de fausse intimité dans une serre de jardin. Il n'y a pas de trampoline chez eux? Non, mais il n'y avait pas de société du tout. En fait, là, quand on l'a investi, nous, c'était complètement vide. C'était que des gens qui peignaient des maquettes d'architecture. Oui. Au 34 bis, oui. Moi j'en ai quand même une dernière, c'est que les sélectionneurs du Festival de Cannes, entre autres, mais certains étaient dans les murs il n'y a pas très longtemps, 15 réalisateurs, disent qu'un des fléaux du cinéma mondial aujourd'hui, c'est le drone, parce que les cinéastes sont convaincus que tout à coup c'est formidable, moderne, innovant, et que donc ça pollue un nombre de films considérable. Oui, c'est vrai. Enfin, pas que le cinéma. Maintenant, vous pouvez voir un sujet sur la culture des fraises et vous aurez un plan de drone. Ouais. Du coup, je me demandais si le fait d'en flinguer autant dans ton film était une espèce de revanche sur cette fausse modernité cinématographique. Absolument. J'ai même mis un point d'honneur à ne faire aucun plan de drone. Et oui, de drone. Évidemment. Ouais. Et oui, parce que on comprend la tentation. Hein. C'est beaucoup moins cher qu'un vol d'hélicoptère. Ça vole très bas. Alors, le problème du drone au cinéma, c'est que vous n'avez plus de son. Ça fait tellement de bruit que les acteurs sont là forcément doublés, mais ça a plein d'avantages. Ça remplace un mouvement de grue. Enfin bon. Et c'est vrai que c'est souvent gratuit maintenant. Le nombre de plans de voitures qui roulent. Enfin bon. Il y a vraiment un concours de mairie qui organise... On ne peut pas ouvrir de débat sur le drone. Non, mais si, quand même, je prolonge un tout petit peu, parce que Sandrine Berlin dit que toutes les mairies veulent faire des événements autour du drone. Ça, c'est un truc que tu avais vraiment repéré dans la vraie vie, que les mairies s'intéressaient à cet objet et en faisaient... Non. Non, ça j'ai heureusement... Non, de même que les combats de drones, j'ai jamais vu non plus... parce que les dronistes, ils savent bien que c'est beaucoup d'électronique très cher, donc déjà, quand je leur disais, on prend vos frais en charge, et vous allez percuter vos drones, et même avec les frais pris en charge et tout, ils ne le faisaient pas. Hein. Non, c'est pas du tout... Je repense à Florence Muller, qui était géniale quand Sandrine Kiberlin demande, mais vous n'avez pas un écrivain célèbre qui revaloriserait votre vie? Et là, elle a un regard sombre, éteint.
Elle ne voit rien, elle n'a aucune perspective. Même pas un sportif, rien. Elle est dément. Voilà ce qui s'appelle une transition. Parenthèse, il y a deux partout. Merci aux deux Bruno Podalides.